C'est toi qui t'y colle du coup. C'est Marine, elle a le trac. Bien, T'as poussé c'est celle qui a le au- plus le trac. Ils m'y ont coulé. Non, déjà, merci de nous accorder cette interview. Moi, j'ai pris une claque monumentale avec les furtifs. Je l'avais déjà prise avec la Horde, mais avec les furtifs, c'était une grande découverte pour moi de liberté d'écriture que je ne pensais pas possible. Peut-être parce que venant d'une famille aussi où il n'y a pas une grande culture intellectuelle. Voilà, donc j'ai beaucoup lu, mais par moi-même, et voilà, cette liberté de ton que tu prends, de réinventer la langue, de typographie, de néologisme. Je me dis, ah ouais, mais on a le droit de faire ça en fait. Ouais, c'est ça, voilà. Mais ça rejoint aussi toute ton œuvre qui parle aussi des ZAD et de l'autogestion et de l'autonomie. Donc voilà, bravo, merci d'être là. Et peut-être c'est pas la question la plus importante, mais moi je voulais reprendre par rapport à la conférence où il y a un mec qui a dit que sur la cellule familiale, il avait trouvé que c'était très basique. Ah ouais. Moi j'étais pas du tout d'accord avec ça. D'accord. Mais parce que moi j'en ai eu une lecture très différente et j'ai une petite fille qui a 3 ans et demi aussi. Donc je pense que voilà, peut-être aussi ça m'a parlé pour ça, mais j'ai trouvé que ça abordait plein de thématiques autour de la parentalité, du rapport de l'amour qu'on a pour son enfant et jusqu'où l'amour qu'on a pour son enfant peut aller. Et c'était très symbolique sur la métamorphose qu'un enfant peut avoir. Donc là, voilà, il y avait cette histoire de furtif, mais on peut le relier aussi à un enfant qui est gay ou un enfant qui devient trans, et comment est-ce qu'en tant que parent on vit la transformation de son enfant. Voilà, je trouvais que c'était pas du tout une thématique basique en fait. Voilà. Non, mais ce qui est sûr, c'est que moi j'ai pensé à un moment donné du livre, mais c'était pas fait exprès, mais je me suis dit que ça peut rejoindre vraiment l'enjeu des parents qui ont un enfant handicapé ou un enfant vraiment anormal, bizarre, hors norme, toutes les façons que ce soit, quoi, tu vois. Surdoué, sous-doué, handicapé, génial, enfin tout ce que tu veux, quoi. Et qu'est-ce que tu fais, quoi? Comment tu l'acceptes alors que c'est pas l'enfant rêvé ou l'enfant normativement rêvé que tu souhaitais avoir, quoi. Et dans le livre, c'est vraiment ça, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'ils acceptent que elle a muté, tout simplement, quoi. Et donc elle est partie sur des formes du vivant qui sont extrêmes, qui sont très belles, mais qui en même temps sont presque impossibles à suivre. Donc qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu aimes encore ton enfant? Est-ce que tu... Donc ouais, il y a des thèmes, je pense, qui sont effectivement intéressants là-dessus. Non, ce que je disais quand je disais c'était simple, c'est qu'effectivement la trame d'un père essaye de retrouver sa fille disparue, et voilà, ça c'est une trame très simple. Et moi je crois que les bonnes trames sont toujours très simples en réalité. C'est-à-dire que tu peux pas développer une complexité dans un roman si t'as pas une trame, à mon sens, simple. En tout cas, tu peux pas développer une complexité politique, géopolitique, poétique, etc. Si tu complexifies aussi trop la trame, tu perds tout le monde, quoi. Donc il faut que tu aies une partie qui soit simple, qui soit très linéaire, qui soit très axiale, et autour tu peux vraiment complexifier. Donc la Horde, c'est une trame extraordinairement simple, hein. C'est un cadre narratif très très simple, quoi. Tu peux pas faire plus simple, quoi. Les mecs sont sur une planète de vent, ils remontent jusqu'à l'origine du vent, quoi. Qu'est-ce qu'il y a à l'origine du vent? Tu vois là, tu t'expliques l'histoire comme dit Spielberg, en 25 mots, quoi. Donc Mais c'était beaucoup moins politisé la Horde que les furtifs. ouais, la Horde c'est particulier parce que c'est pas politisé directement au sens où effectivement on n'aborde pas les enjeux de la politisation actuelle, à part Alticho un tout petit peu, quelque chose d'assez binaire entre les racleurs et les tourangeaux, mais c'est politique au sens où c'est un questionnement sur le vivre ensemble, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire vivre ensemble à 23 avec des compétences complémentaires, en restant liés, en restant soudés, donc c'est politique sur le vivre ensemble, mais c'est pas politique au sens large. Les furtifs sont très politiques, ouais. Beaucoup plus comme la zone, quoi. Et les furtifs avec plus de maturité, avec plus de... Toi, la zone, quand j'écris la zone, j'ai 22 ans, la conception du politique elle est encore extrêmement fantasmée, quoi, tu vois, donc même la Volte, la Molle, tout ça, c'est créé de toutes pièces. Les gens se disent ouais, j'ai reconnu des meetings politiques que j'ai fait, etc. Mais c'est très très fantasmé, ouais. Là déjà on est beaucoup plus dans le réel sur les furtifs, ouais. C'est beaucoup plus proche de ce que j'ai vu, ouais. Est-ce que c'est ton engagement politique qui a fait que tu en es arrivé à cette écriture des furtifs, ou est-ce que c'est parce que pour les furtifs que tu es parti sur les ZAD, essayer de voir un peu comment ça fonctionnait, enfin voilà, de l'œuf ou la poule? Bah, c'est forcément les deux, les trois, les quatre même, tu vois, c'est-à-dire que
Les Furtifs, ce qui était difficile à faire sur ce roman, c'est qu'il est vraiment multicouche, quoi. Tu vois, La Horde est très difficile parce que c'est mon deuxième livre, parce que je suis tout seul en Corse, parce que c'est un livre sur l'autodépassement, c'est un livre de fou, de solitude incroyable. Hein. Moi, je suis revenu, tu vois, à la fin des Furtifs, je suis revenu exactement au même endroit où j'étais 15 ans avant pour écrire La Horde. Et La Horde, je l'ai écrit en 3 ans là-bas, encore. Donc je suis revenu au même endroit, dans la même maison, etc. en novembre, comme une espèce de mantra ou d'aller chercher de l'énergie là-bas. Et au bout de 3 jours là-bas, je me suis dit, mais j'étais un fou furieux, quoi, tu vois, vraiment, quoi. C'est entre 32 et 35 ans. Bon, j'avais pas de copine, ma vie sentimentale était un charnier, j'avais rien, quoi, c'était le néant, quoi, tu vois. Et je vivais seul là-bas et je faisais que le livre, quoi, tu vois. Et quand je vois à quel point c'est monacal là-bas, que c'est solitaire, même les balades, je les ai trouvées beaucoup moins intéressantes que je trouvais là-bas, tu vois. Je me dis, mais j'étais un fou furieux, vraiment, quoi, tu vois. Là, ça me paraît beaucoup plus simple ce que je fais aujourd'hui, parce que j'ai une famille, j'ai des enfants, etc., tu vois. Mais par contre, le livre était beaucoup plus complexe, Les Furtifs, à cause du côté multicouche. C'est un livre qui a 5 ou 6 couches différentes, tu vois. T'as la couche de parentalité, de rapport à l'enfant, de découverte de ce que c'est que d'avoir un enfant, de l'amour que tu leur portes, etc. T'as la couche vraiment politique, mais à double verso, quoi, parce que t'as les dystopies, t'as toutes les dystopies ultra-libérales, la poser, la mettre en place, avec tout l'aspect technologique, t'as le côté anti-utopique avec les zouaves, les zags, tout le côté zadiste, toutes les alternatives que je propose, donc c'est 2 mondes encore très différents. Plus les furtifs eux-mêmes, toute la couche éthologique, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que ces furtifs, quel est leur comportement, comment ils se constituent, quelle est leur ontologie, tu vois. Et ça paraît rien, mais c'est énorme, toute la construction ontologique, pour découvrir progressivement, révélation par révélation, tout le long du livre ce qu'ils sont, tu vois. T'as mis combien de temps pour l'écrire ? En étalement, c'est 15 ans, mais en écriture pure, c'est 3 ans à peu près. Mais les premiers mots, c'est il y a 15 ans, tu vois. Les premiers mots sur les cahiers, il y a 15 ans. Après, j'ai des gros trous de 3 ans. Je commence le chapitre 1 en 2012, chapitre 2 en 2014, tu vois. Donc, et je commence vraiment, et là, je rentre dans le roman en 2016, quoi. Voilà. Mais comment tu sais que tu as fini un chapitre ? Enfin, comment tu sais que c'est bon, tu peux continuer à écrire ou ne pas reprendre ? Après, tu as des unités narratives, quoi, qui sont assez fortes. C'est-à-dire que tu sais que tu vas à peu près raconter ça et que ça va se terminer. Mais des fois, tu ne le sais pas au début du chapitre, hein, tu vois. Mais tu arrives à un moment donné, tu as une sorte d'unité narrative. Bon. Et là, je reprends le chapitre et je le blinde, je le consolide jusqu'à temps que j'en sois content. Et après, je le fais lire à une dizaine de personnes, tu vois. Et je passe au suivant. Mais je travaille vraiment par unité de chapitre. Ouais. Ça, c'est vraiment... toujours resté, je reste là-dessus. Et je fais lire, et donc c'est super dur à suivre parce que les gens qui ont suivi Les Furtifs, chapitre par chapitre, extrêmement difficile d'avoir une vision globale, de savoir où je vais, tu vois. Mais ces retours, ils sont très importants en même temps, quoi, tu vois. C'est des retours qui t'aident énormément, qui te disent si ça passe ou pas, si c'est compris ou pas. C'est une aventure collective. Ouais. La Horde, c'était pareil, j'avais 10-15 personnes qui le lisaient au fur et à mesure. C'est les amis, c'est bizarre. Là, c'est sur ce furtif-là, j'ai pas pris les gens proches de moi, c'est marrant, j'ai pris les gens un peu plus loin. J'ai pris des générations très différentes, tu vois, des gens qui avaient 60 ans. J'ai pris des jeunes qui faisaient des thèses sur mon boulot, qui connaissaient hyper bien mon œuvre, pour avoir des retours. Donc je prenais des gens assez différents. Il y a mon éditeur, il y a les copains très proches, ça se mélange un peu, quoi, tu vois. Mais il faut surtout une sorte de spectre très très varié, quoi. T'en as qui vont te donner des restitutions sur l'émotion, sur l'engagement émotionnel, est-ce que ça les touche, est-ce que ça... T'en as c'est sur la structure de récit, t'en as d'autres c'est sur le style, t'en as d'autres c'est... Donc, moi je trouve que c'est important de varier énormément les types de retours. Ça on en parle très peu, mais c'est vraiment important. Mais même le lecteur, il est pas passif dans ton écriture, quoi. C'est une écriture ultra active, quoi. Moi je trouve que c'est une écriture exigeante. Tu sais, moi je me rappelle de Deleuze, Deleuze et Guattari, quand il parle de 1000 plateaux, il dit c'est un livre qui nous a demandé beaucoup de travail et qui en demande beaucoup au lecteur. Il disait, tu sais. Et moi c'est un peu ça, ça m'a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, beaucoup de densité. Et je pars du principe que voilà, si tu rentres, tu pars pour l'aventure et tu vas... J'ai pas envie de faciliter les choses, j'ai pas envie de... Je pourrais fluidifier, je me rends compte que les gens, plus le style est simple, plus c'est facile à lire et tout, mais moi j'ai pas envie d'écrire comme ça, tu vois. Les gens qui disent ouais Tony tout fou, j'arrive pas à le lire, c'est trop compliqué, il y a trop d'argot à la fois. Ouais mais bon c'est comme ça, ils s'expriment comme ça, donc accrochez-vous quoi, tu vois. Si vous aimez pas, c'est pas mon problème, mais... Non mais c'est pas élitiste pour moi, en même temps. Non, mais pour moi c'est une sorte de probité, c'est tout, il faut
faut être propre par rapport au personnage. Mais je pense pas que c'est élitiste. Je pense que je donne les rampes d'accès, je donne. J'essaye pas de perdre le. Tu vois, je pourrais faire des trucs très frime, très. Tu sais, t'as des auteurs comme ça qui font des choses un peu chantournées exprès, tu vois, pour donner un côté cryptique. Non, moi je veux que ça soit pédagogique au maximum, tu vois, même toutes les parties philo, les gens s'en rendent pas compte, mais c'est un gros boulot pour rendre ça ultra pédagogique, quoi. Tu vois, vraiment, tous les passages de Barek, c'est un énorme boulot pour que, voilà, si tu rentres et que voilà, que t'es pas complètement con, tu dois réussir à comprendre le passage, on t'amène à le comprendre. Sinon ça sert à rien, quoi, sinon tu fais des trucs élitistes. Mais toi, t'as cette volonté quand même dans ton écriture et même à travers tes personnages de la transmission et de... Mais tu sais, même Deleuze, les gens disent c'est hyper complexe, etc. En fait, Deleuze, il y a une volonté pédagogique colossale quand tu regardes. C'est extrêmement pédagogique, même Mille Plateaux, c'est extrêmement pédagogique. Après, le mec, il est tellement haut que même avec sa pédagogie, toi, t'es là, t'accrocher au mur pour essayer de comprendre ce qu'il a voulu dire. Mais la volonté pédagogique est là, quoi. Tu vois, c'est pas du tout obscur, c'est pas du tout... Il n'y a pas du tout tentative d'obscurcir les choses ou de perdre le lecteur. Il essaye de donner le maximum de points d'accroche, sauf que bon, c'est tellement élevé que bon, tu le galères, quoi. Mais moi, à mon petit niveau, voilà, je pense que c'est plus accessible aussi. Même mon père l'a lu, donc ça va. C'est jouable. Mon père il est plus de livre, à 79 ans, tu vois. Ligue de la BD, il a réussi à le lire, donc ça doit être jouable quand même. c'est vrai. Et comment t'as lié, enfin comment t'es venu l'idée de lier la musique à l'écriture, le feuilleton radiophonique peut-être, on en parlait tout à l'heure, mais est-ce que c'est aussi cette expérience que t'as faite avec Rhône ou pas du tout? Ouais, bon, Rhône c'est très particulier parce que Rhône, le morceau bras vocal, c'est, j'ai envie de te dire, j'y suis pour rien au sens où il a simplement repris des extraits de délire que je faisais au dictaphone quand j'écrivais La Horde. Et il y en a un qui l'a particulièrement touché et puis qui l'a mis en musique. Après, il y a le moment où il m'invite à la Philharmonie, il me demande de venir sur scène à la Philharmonie. Ce qui était un gros risque pour lui, parce que moi j'avais jamais fait de scène. Et il me laisse 4 morceaux, quoi, tu vois, donc c'est quand même... Bon... Il a pris des risques, mais c'était génial. Enfin, moi, je me suis régalé. On a beaucoup travaillé en studio. Donc, ça m'a donné un petit goût déjà de ce qui était possible de faire. Mais c'est surtout le travail sur Phonophore, quoi. C'est-à-dire le site. Il y a 1 an et demi que j'ai fait avec Florian Pochon sur le travail de l'univers sonore des furtifs. Ça, créer les furtifs, les résifs, etc., les furtifs de papier, les furtifs de métal, etc. Travailler sur la ville, vraiment créer l'imaginaire des furtifs à partir uniquement du son. Moi, ça m'a énormément apporté, énormément appris. Et c'est là que j'ai commencé à poser ma voix, à prendre du plaisir à la poser, à essayer de voir ce que je pouvais faire avec. Et c'est Florian qui m'a donné ce chemin, en fait, quoi, tu vois. Il faut du temps, tu vois, il faut du temps pour rentrer, Mais là encore, c'est très participatif. Enfin, tu fais une écriture qui est extrêmement participative, extrêmement constructive. Ouais. Ah ben là, on a vraiment bossé à 3 en fait, vraiment sur Phonophore. Et là, il est devenu fou le 3e et Florian, on continue à bosser ensemble, on a fait plein de trucs. Et elle m'a appris à écouter, quoi. Le personnage de Saskia dans le bouquin, il est extrêmement inspiré d'elle, quoi, tu vois. Je me suis rendu compte que je savais pas écouter, tout simplement, quoi, tu vois. Et comme tous les gens extrêmement doués, ils t'apprennent. Quelqu'un qui t'apprend à écouter, c'est un don extraordinaire, quoi, tu vois. Et elle fait pas de musique, elle fait que du son, quoi, tu vois. Elle, la musique, ça l'intéresse pas spécifiquement, tu vois. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus. Là, on va faire une série radiophonique aussi, SF. Gros truc assez ambitieux, mais on verra si on arrive à le sortir. Ouais, mais elle, c'est une autiste, hein, c'est la limite d'une autiste. C'est une fille qui est pas très sociable, tu vois, mais c'est parmi les meilleurs, je pense, actuellement sur le son. C'est génial ce qu'elle fait. Et après, je suis venu vers la musique quand j'ai rencontré Yann Péchin, quoi. En fait, c'est des gens qui nous ont réunis à Dunkerque. Ils ont dit ouais, on aime bien ce que fait Yann, on aime bien tes textes, est-ce que vous voulez faire quelque chose? Je dis bah ouais, pourquoi pas. Il me dit c'est le guitariste de Bachung. Je fais ah ouais. J'adore Bachung et tout, et je l'ai rencontré et quand je l'ai vu, il m'a dit mais il me dit je te connais pas du tout. Il m'a dit mais tu fais des livres publiés ou Je dis bah ouais. Il m'a dit t'as amené des textes? Je dis ouais. Il me dit vas-y, il déballait son matériel, toi tu sais rack à pédale, et il me dit vas-y, lis tes textes, tu vois. Donc c'était un peu chaud, mais j'arrivais dans mes souliers quand même, tu vois. Et j'ai lu mes textes, etc. Il a commencé à jouer tout de suite, quoi. En fait, il a commencé à comprendre le phrasé, le débit, tu vois, le flow et tout. Puis il a attaqué.
Et après, j'ai proposé de faire un album, quoi, tu vois, sur les furtifs. Et là, c'était fou. Puis après, on est parti en tournée, voilà. On a joué dans des lieux tellement différents, dans des salles de classe, dans des parcs. Là, on est face au soleil. Enfin bon, sur des trucs complètement. Tu te déplaces dans les salles de classe? On a joué là, à Arras dans un festival où c'était quasiment une salle de classe. Ouais, on a joué dans une salle de classe. Ouais, on peut dire ça, ouais. Tu fais des ateliers d'écriture avec les enfants? Ça m'est arrivé une fois. J'ai fait en première littéraire. D'accord. C'était génial d'ailleurs, je me suis éclaté à le faire. Je suis venu une fois 2 jours, une fois un jour. J'aurais fait toute la phonétique, tu vois. J'aurais appris toutes les consonnes, toutes les voyelles, l'expressivité, j'avais un atelier là-dessus. Donc je confiais les tribus de phonèmes, tu leur disais, vous allez faire les potoques, vous les bodegues, vous faites les sifflantes, vous faites les i et les u et les e, vous faites les sons, vous faites les on, les en, vous faites, tu vois. J'avais confié. Et ils sortaient le maximum de mots sur chaque tribu. Et après on mélangeait, on faisait pour qu'ils sentent la texture de la langue, quoi, tu vois. Et là ils commencent à comprendre ce qu'un son peut donner, peut porter. Et après je suis obligé d'écrire des paragraphes saturés dans un phonème, tu vois. Où t'as que des potoques, que des bodegues. Mais c'est assez ludique, les gamins ils aiment bien parce que c'est ludique. Mais ils sortent avec. Après j'ai appris sur les maths, j'en ai donné les rudiments en syntaxe, les rudiments en scénario. Et après ils faisaient des nouvelles sur la technologie. Je leur disais, vous prenez les technologies contemporaines, genre le smartphone, etc. Et vous me faites des nouvelles ESF avec ça. Et c'était vraiment pas mal. Et après on a édité le bouquin, on a fait un. Ah ouais, c'était cool. C'était très bien, ouais, j'ai bien aimé ce. Mais c'est du taf quand même, ouais, tu vois. Parce que tu lis tout. Et ensuite, en fonction de ce qu'ils ont écrit, le premier jet, tu les pousses dans telle ou telle direction en disant ça c'est vachement bien, ça tu vois. Pour les encourager à aller sur la bonne voie. Mais t'obtiens des trucs très variés, quoi. Ça c'est vachement intéressant. Ah ouais. Parce qu'ils partent dans des trucs extrêmement variés, ouais, c'est. Des fois c'est politique, des fois c'est poétique, des fois c'est hyper noir, des fois c'est naïf, des fois c'est. Ouais. Ah, c'est pas mal. Du coup, cette idée de transmission aux jeunes générations, est-ce que c'est le personnage de Sahar qui te l'a inspiré Ouais, ou... mais non, mais ça, c'est vraiment ma copine, c'est-à-dire que c'est. Ça se sent que tu Ouais. extrêmement attaché à ce Bon, personnage. Voilà, elle est prof, elle est agrégée de français, elle enseigne à Marseille. Surtout, c'est une grosse militante CNT, tu vois, donc c'est un syndicat, c'est anarcho-syndicaliste, c'est un syndicat vraiment d'extrême gauche. Bon, elle est bien à bloc, quoi, tu vois. Enfin, plus que moi, quoi, tu vois, parce que moi, je fais les manifs et tout, mais elle est encore beaucoup plus sur les piquets de grève, sur les femmes de chambre, sur tout ce qui se passe. Et elle est sur Pédagogie Freinet, tu vois, donc elle est à fond sur l'éducation populaire et tout. Et c'est vraiment, tu vois, elle a 47 ans, elle est toujours à bloc. Enfin, si tous les profs étaient comme elle, c'est bon, on aura des générations. C'est une passionnée, voilà, c'est une passionnée de pédagogie. Et du coup, ouais, bah, c'est l'inspiration du perso. Avec le côté un peu tumultueux, parce qu'elle est un peu comme ça, tu vois. Donc j'aime bien ce perso, parce que c'est celui qui a l'arc narratif le plus long. Tu sais, sur un perso, tu peux avoir. T'as des persos qui vont évoluer très peu, donc l'arc narratif est très court. Et elle, finalement, c'est elle qui part de plus loin, parce qu'elle ne croit pas à l'existence des furtifs, elle pense que leur cas est fou, elle, tu vois, elle veut pas le suivre dans son délire, elle essaie de faire sa psychanalyse pour faire le deuil, tu vois, donc elle est extrêmement loin, tu vois, elle est dans la position du lecteur incrédule, quoi. Et tu vois le chemin qu'elle fait, et c'est monstrueux, donc c'est le plus intéressant, je pense, leur cas bouge moins, tu vois, qu'elle, quoi. Il y a des persos qui bougent pas du tout, ouais. Mais elle, c'est le plus intéressant, je pense. Avec Saskia, quoi, ouais. Mais est-ce que tu penses que ton style aussi, qui est vraiment, il y a vraiment une très grande liberté de style, c'est aussi dû à tes engagements politiques, finalement? Non, je pense que ça n'a rien à voir pour le coup. Ouais, ça c'est marrant. La seule chose qui a un lien politique entre mon style et la politique, c'est l'idée que, comme je disais tout à l'heure, que pour moi, il faut évaster le langage, quoi. Il faut l'ouvrir au maximum, il faut lui donner plus d'ampleur, il faut redonner de la vitalité aux mots, etc. Tu vois, il faut lui donner une dimension métamorphique, quoi. C'est-à-dire que vraiment, là, pour moi, la grosse réussite des furtifs, c'est Tishka, quoi. C'est la capacité de ce personnage à métamorphoser la langue, à la tordre, à la métaboliser, à ouvrir vraiment sur une dimension poétique. Elle ouvre sur un dehors du langage, tu vois. Cette espèce de rêve dont parle Deleuze, moi j'adore, tu vois, quand il reprend Proust, il a cette phrase, il dit les beaux livres sont écrits dans une sorte de langue étrangère, tu vois. Et Deleuze en fait carrément une conception littéraire, il dit le vrai style, la vraie dimension littéraire, c'est quand tu arrives à creuser une langue étrangère dans ta langue, quoi, tu vois. Et c'est ce que j'essaie de faire sur Tishka, voilà. Je creuse une langue étrangère à l'intérieur du français, parce que tu ouvres sur des dehors, quoi, sur des dehors de la langue que la langue classique ne peut pas t'offrir, quoi. Donc ça, oui, c'est certainement authentiquement révolutionnaire, ou en tout cas, ça peut ouvrir
un monde autre, vraiment, quoi. Donc, en ce sens-là, c'est politique, mais c'est plus, pour moi, c'est plus poétique, c'est plus l'enjeu de la poésie, quoi. Voilà. La poésie doit t'ouvrir, elle doit te sortir de ton identité, elle doit te sortir de tes certitudes, elle doit te sortir de tes habitudes, elle doit t'ouvrir effectivement un dehors que tu n'as jamais atteint. Donc, c'est un travail très spécifique sur la langue pour la briser, pour la fracturer, pour la tordre, et c'est très long et très difficile à faire. Tu vois, une fois je le dis sur Caracol, dans la Horde, Caracol, je l'abandonne et même je le tue parce que arrive ce point où pour moi il s'auto-caricature, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que j'arrive plus à le porter. J'arrive plus à porter ces fractures du langage, ces fractures de la syntaxe qu'il portait au début. En tout cas, j'arrive plus à le porter naturellement avec de l'instinct. Et donc, je suis sur des espèces de systèmes qui deviennent mécanisés un peu, quoi, tu vois. Et quand j'arrive à ce point-là, j'arrête parce que ce Caracol, c'est pas ça, quoi. Donc, si j'ai pas la faculté, si je touche mes limites, quoi, tu vois. Et ça serait pareil sur Tishka, mais Tishka, je la fais très peu parler, justement, pour garder toujours un point d'originalité permanente, de métabolisation permanente, qui est très fort, voilà. Donc ça, c'est un gros boulot. Mais c'est pas spécifiquement politique, ouais, je dirais pas ça, en fait. Ça. Même si ça rejoint les enjeux politiques, tu vois, mais... T'as quand même conscience d'avoir un style qui est très reconnaissable, très particulier et complètement unique, quoi. Ce qui n'est pas le cas de tout un tas d'écrivains. Après, je vais pas me jeter des fleurs, mais je pense que tu vois un Van Gogh, tu reconnais immédiatement que c'est un Van Gogh, quoi, tu vois. Tu lis Novarina, tu sais immédiatement que c'est les Novarina, en tout cas au bout d'une demi-page, tu vois. Alors je sais pas si c'est le cas pour moi, mais je pense qu'un artiste, il doit avoir une singularité très forte, quoi, tu vois. C'est-à-dire qu'il a une vision du monde, il a une perception du rythme, de la syntaxe, des mots, des assonances, des consonances. Il y a quelque chose qui t'est vraiment propre et qui fait que quand tu écris, on retrouve ta couleur, on retrouve ton son. Tu vois, tu t'écoutes Yann. Yann, pour moi, c'est certainement un des 3 meilleurs des guitaristes français. Je pense qu'un musicien, il reconnaît immédiatement que c'est Yann sur une impro. Il a sa couleur, il a son son, il a ce, tu vois... tu dis, ah ouais, c'est Yann Péchin, tu vois, tu sais que c'est lui. Voilà, alors j'espère que si c'est comme ça pour moi, c'est tant mieux, quoi, tu vois. Pour moi, c'est un super signe de reconnaissance. Après, il ne faut pas que ça soit caricatural, tu vois. Mais je pense qu'il y a une motricité, tu vois, je pense dans mon style. Moi, ce qui me frappe le plus ces derniers temps, c'est la jeunesse de mon public, quoi, tu vois. C'est-à-dire que je vais à la table, je rencontre, j'ai beaucoup de jeunes dans le public, quoi, tu vois. J'ai beaucoup de jeunes entre 20 et 35 ans. Et je me suis vraiment posé la question, parce que moi, je commence à arriver à 50 ans, j'ai 49 ans. Je me dis, mais qu'est-ce qui fait, tu vois, que ça... Alors, tu as les enjeux politiques, tu as les enjeux philosophiques, etc. Mais je pense qu'il y a un truc profond qui est lié à la motricité du style. Je pense que mon style a beaucoup d'énergie. Voilà, il y a une grosse motricité. C'est un style qui est vraiment en percussion, qui est vraiment... qui a de la force, quoi, qui a une forme de puissance. Et je pense que cette puissance, elle transmet une énergie qui est une énergie relativement, je sais pas comment dire ça, mais jeune, quoi, tu vois. Je pense que ça résonne avec une certaine jeunesse de... Donc tant mieux, et j'espère garder cette énergie-là, tu vois, pas tomber dans un style mollasson, mouligas, tu vois, avec une syntaxe, sujet verbe complément, sans rythme, sans force. Ça te fait peur, ça, moi ça me fait peur, hein, tu vois, je vais me dire, putain, à quel moment je vais commencer à avoir une syntaxe sans énergie, quoi, tu vois, sans force, quoi. Forcément, à un moment donné. L'engagement politique aussi, peut-être, qui fait que ça touche aussi un... Ouais, certainement plusieurs choses, mais l'engagement politique, les gens, tu vois, t'as des gens âgés qui l'ont aussi, quoi, tu vois. Et souvent cette génération, elle sait pas forcément exactement politiquement où elle va, ce qu'elle veut défendre, et c'est normal. Enfin, tu vois, moi aussi j'ai erré avant de me positionner, donc je dirais que c'est plus une recherche de sens. Moi, je vois des gamins qui cherchent du sens, vraiment, quoi. Les gens que je vois à la table, c'est des gens qui sont en recherche. C'est pas du tout des gens qui sont axialement sur quelque chose. Ils sont en train de chercher, trouver leur voie, trouver leur piste. Et mes bouquins, j'ai l'impression, les aident justement à métaboliser, à avaler un certain nombre de trucs, à le changer, à le permuter, à se dire tiens, ça c'est intéressant, ça j'ai envie de savoir, j'ai envie de... T'es aussi un chercheur aussi, toi, d'une certaine manière. manière. Moi aussi, moi je cherche, hein, de toute façon, je suis loin d'avoir trouvé, hein, tu vois. Il y a des choses qui se posent avec l'âge, tu vois, où tu des axes, où tu te dis bon ça, ok, maintenant je suis... J'aime pas trop figer, comme j'aime pas trop être sur des... Tu vois, dans le morceau où je dis les pensées qu'on mécanise, etc. J'aime pas trop mécaniser la pensée ou être toujours sur les mêmes axes. Je trouve que c'est mauvais signe. Tu vois, une pensée doit être vivante, quoi. Si tu commences à répéter les mêmes choses, c'est pas bon signe, quoi. Un vrai philosophe, il met de la vie dans la pensée, quoi. Tu vois, c'est la définition de Deleuze, là aussi. Hein. Il dit
il me dit voilà, la vie dans la pensée, qu'est-ce que ça veut dire? Et un grand philosophe, c'est ça, c'est un mec qui a de la vie dans la pensée. Donc moi, à mon petit niveau, j'essaie de garder vivante certaines... et pas... c'est pour ça que je côtoie aussi beaucoup de philosophes, beaucoup de sociologues, pour que ça me... Tu vois, déjà, là, sur Baptiste Morisot, le gars dont j'ai beaucoup travaillé pour Varec, le mec, chaque fois que je le vois, il me secoue, quoi, tu vois. Je sors du repas, je peux plus penser de la même façon, quoi, tu vois. Le mec, il va te défoncer, il va dire, mais attends, dualisme hiérarchique, là, mais allez, sors de ça, c'est bon, quoi, tu vois. Tu fais, ah ouais, d'accord. Et il t'ouvre le cerveau, quoi, tu vois. Ça, c'est génial, très fort. Comment tu gères ta notoriété en fait? Parce que j'imagine qu'il y a des gens qui peuvent presque te prendre pour un gourou, presque. Enfin, ça doit pas être évident à Mais gérer. pas trop, c'est ça qui est bien. Je pense que les livres sont assez ouverts. Les personnes, tu vois, ce qui me sauve, c'est la polyphonie déjà. Tu vois, le fait qu'il y ait plusieurs narrateurs, donc plusieurs axes, ça évite le côté un peu monolithique. Et après, de toute façon, moi, je vais te dire la vérité. Si tu veux être un gourou, tu peux être un gourou. C'est très facile, tu vois. À partir d'un certain niveau de notoriété, tu prends une position un peu distante, tu es très assertif, très péremptoire, tu vois. Et tu vas prendre cette dimension de gourou. C'est-à-dire que tu as des gens qui sont en attente d'une seule parole, d'une seule direction, qui sont en attente qu'on leur dise où il faut aller, tu vois, vers où tu dois aller. Et si tu veux prendre cette position, de dire, cette place, tu peux toujours la prendre, tu vois. Mais moi, ça m'intéresse pas et je trouve que c'est le pire à faire aux gens, quoi, tu vois. Si tu te mets en position de gourou, tu vas les fermer à une seule logique qui est la tienne. Tu les rends pas vivants en fait, tu vois, tu les fermes dans une logique. Il faut faire gaffe parce que tu as des demandes, tu vois, tu as des gens qui viennent avec une grosse attente, qui sont vraiment des fans, tu sens que ce que tu vas dire, pour eux c'est hyper important. Alors regarde, tu vas n'importe quelle connerie sur la bière, tu sais, ils vont prendre note, ils vont dire ah ouais, putain la Mazio il n'aime pas les bières blondes, tu vois, ils trouvent que c'est industriel, enfin tu vois, tu peux avoir ces phénomènes. Mais donc moi le truc que je fais systématiquement, mais qui est dur à tenir, c'est que j'essaie de garder un côté ultra horizontal, c'est-à-dire jamais prendre les gens de haut, les prendre comme je vous prends vous et comme je prendrais des copains, c'est-à-dire de dire voilà tu tutoies, le gars tu lui parles comme je parlerais à un pote, quoi. Il n'y a pas de raison que je lui parle du haut du chapiteau, il n'y a aucune raison que je fasse ça, tu vois, donc rester dans ce... Donc déjà ça casse tout de suite le côté... Parce que tu vois les gens, tu le vois juste au regard, juste à l'attitude, à la table, tu peux voir quelqu'un qui arrive avec très ému, tu vois... dans un mode attention je vais voir Dieu, tu vois, tu le vois le truc, donc il faut casser systématiquement le truc. Tu sors des blagues, tu parles de foot, tu parles de bière, tu parles de choses super simples et mais après c'est compliqué, hein. Là moi j'ai pris des jets dans la gueule, hein, sur la sortie des Furtifs parce que il y a eu toute la campagne de promotion, on a tout eu en presse, en télé, en radio. Et tu commences à avoir ce moment où les gens viennent te voir dans la rue, ils te parlent, tu vois. Alors que moi j'ai toujours vécu, j'ai envie de dire comme un furtif au sens où moi j'ai un physique ultra banal, ce qui fait que personne me regarde dans la rue naturellement, quoi, tu vois. Et là je commence à avoir des gens qui me regardent, je me dis mais qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Mais c'est génial parce que je découvre ce truc, quoi, tu vois. Et moi je comprenais pas, c'est pareil, tu vois. Tu vois, moi je suis comme tous les cons, c'est-à-dire que si je vois une jolie fille, je vais la regarder comme ça, tu vois. Et tu vois que la fille, elle tourne pas le regard, elle sait qu'elle regardait, mais ça la fait chier, etc. Et je comprenais pas ce que ça peut vouloir dire, le harcèlement, ou que ça soit chiant, etc. Alors là, ça y est, j'ai compris, tu vois. Il y a une fille qui est mignonne, à qui on dit 10 fois par jour, putain, vous êtes belle, ou machin, qu'elle en est ras le cul, tu vois. Ça, je comprends très bien le truc, quoi, tu vois. Mais si je pouvais pas, tu vois, c'est ça, j'ai les expériences d'auteurs, c'est que tu chopes des affects d'autres phénomènes, tu vois. Et là, j'ai chopé l'affect de quelqu'un qui va être harcelé, ou qui va... Alors, je suis pas harcelé, moi, mais tu vois, t'as ce côté où... Moi, j'ai pas envie qu'on me regarde, tu vois. Moi, j'ai besoin de me poser... Mais ouais, mais moi, j'ai besoin d'être dans l'humour. Moi, mon boulot et ce dont j'ai absolument besoin, c'est de me nourrir de ce que je vois, tu vois. Donc j'ai besoin de me tanker, puis de regarder les gens danser, regarder, tu vois, le yoga, le machin. Et si à un moment donné que je suis en train de regarder, quelqu'un vient me voir, tu vois, ça c'est super chiant. Ça par contre c'est chiant, ce côté-là. Mais après c'est dur à gérer. Et puis l'autre truc que tu te rends compte, c'est génial. Je me suis rendu compte que les hommes politiques qui font des campagnes de 300 jours, où chaque moment de la journée ils sont avec des gens, ils vont serrer des mains, voir des boulangers. Ces gens-là sont des psychopathes absolus. Tu vois, là j'ai une certitude, je peux vous dire, Mélenchon, Macron, tous ces gens-là sont des psychopathes absolus. C'est obligatoire, tu vois. Moi je me rends compte d'un truc, c'est que tu peux sur une journée avoir une soirée où tu parles à des gens 1h30, machin. Tu signes une dédicace, ok. Mais ensuite, comment te dire ça, c'est toxique. Pour le narcissisme, c'est hyper polluant. Ça te met dans des situations qui sont pas horizontales, qui sont compliquées, où on te re-hiérarchise, on te remet au-dessus alors que tu veux pas.
il y a des effets pervers monstrueux de ça, tu vois. Surtout quand tu es en campagne de promotion. Genre. Si ça te plaît de faire ça, si tu le fais constamment, si tu es politique, parce qu'eux, ils rentrent dans une boulangerie, ils ont toujours, tu vois, c'est que tu es un pervers narcissique total. Mais ça, je peux te le dire de l'intérieur. C'est une preuve absolue. Donc maintenant, c'est bon, moi, les hommes politiques, machin, je peux pas, quoi. Je suis certain que ces gens-là sont des pervers totaux, quoi, tu vois. Tu peux pas être sain d'esprit et faire ça. C'est impossible. Tu peux prendre le problème dans tous les sens, c'est impossible. Voilà, la seule chose que j'ai envie, là, tu vois, depuis le truc, c'est d'aller m'isoler dans ma chambre, d'être tout seul, de plus voir personne, tu vois, de même aller voir les potes, tu vois, Là, tu vois, j'ai eu une semaine calme, donc je viens, c'est ma dernière date aujourd'hui. Donc ça va, j'étais content de voir les gens, je suis content de vous voir, machin, mais j'en pouvais plus, hein. J'étais cuit. Donc tu te dis, les gens qui prennent du plaisir à ça, ils ont un puissant fond narcissique à combler, que rien ne comblera jamais, donc c'est des toxiques, quoi, c'est des gens toxiques, quoi. Donc, et je pense qu'à Sarkozy, à Macron, à Mélenchon, etc., ils sont ultra toxiques, quoi, c'est ultra toxique. Et ça, tu t'en rends compte quand tu le vis toi-même, quoi, tu vois, quand t'as ce truc-là. Les gens me disent, oh, ça va être génial, ça va être... Mais non, mais c'est pas génial du tout, quoi, tu vois. C'est pas génial du tout. C'est pas vrai, c'est pas génial. C'est pas génial. Et puis même, tu peux pas intégrer ça, tu vois. À un moment donné, j'ai commencé la promotion, tu vois. Et je venais de sortir le livre, tu vois. Et j'ai pas eu le temps de faire, moi, mon chemin. C'est le lien que tu as... Écrire, c'est créer un lien avec toi-même. Et donc, quand le livre sort, sur la zone du dehors et la horde, j'avais eu ce moment où j'avais eu le temps de me dire le livre est fini, le livre... Et d'avoir ce moment de te dire mais qu'est-ce que j'ai écrit, quoi, tu vois, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qu'il y a dans ce livre. Tu sais, ce truc de Durage que je cite souvent, c'est de dire voilà, on écrit pour tenter de savoir ce qu'on écrirait si on écrivait, tu vois. Et on le sait pas avant, quoi. Et généralement on le sait après, et même beaucoup d'années après. Donc il y a quelque chose dans le livre dont une grande part est inconsciente, une grande part est pas mentalisée, pas rationalisée. Et donc tu as un bloc de 700 pages et tu sais pas ce que tu as fait, en fait, tu vois, tu sais. Donc j'ai pas eu le temps du tout d'avoir ce moment. On est parti direct en promo parce que j'étais en retard, parce que tu vois. Et du coup, je me suis mis à parler du livre, tu vois, comme un truc extérieur, alors que j'avais même pas moi-même fait le chemin vers moi, quoi, tu vois. Donc, et les premiers temps, donc t'as les retours très positifs, on a eu des critiques positives, machin, c'est-à-dire en tout cas des journalistes, et je pouvais rien intégrer. Les gens me disaient c'est super, machin, j'intégrais rien. J'étais comme une espèce de plaque d'argile, l'eau rentrait pas. Et même aujourd'hui, j'ai pas encore intégré le... Parce que si tu l'intègres, ton cerveau il explose. Enfin, tu vois, soit t'as les chevilles qui font ça, soit t'as la tête qui fait ça, tu prends le melon. Tu vois, Juan Branco, par exemple, sur le succès de Crépuscule, le mec il a pété les plombs, il a fait un burn-out, tu vois, parce que si t'intègres vraiment les retours, donc faut pas intégrer. Et du coup, c'est très désagréable parce que du coup, tu profites même pas de ce qui t'arrive, tu vois, tu fais comme ça. C'est compliqué, hein, mais tous ces trucs-là, on s'en rend pas compte, tu vois, c'est... Donc, une temporalité d'écriture qui est assez longue. Ouais. Voilà, si t'as pas le temps de digérer après tout ce travail, c'est compliqué. C'est-à-dire que je me donnerai le temps, c'est-à-dire que je demanderai à Mathias, mon éditeur, de sortir le livre beaucoup plus tard, que j'ai le temps, moi, de faire le chemin et de me dire, voilà, qu'est-ce que j'ai fait, quoi, tu vois. Là, je sais pas à quel moment va arriver le moment où je vais comprendre ce que j'ai écrit, pourquoi. Pourtant, j'en parle tout le temps, tu vois, j'en parlais cet après-midi, je peux t'expliquer plein de choses, mais je suis à l'extérieur du bouquin, tu vois, Je te dis, le truc de la horde, ça a été incroyable, parce que généralement, en fait, tu fais le bouquin, et tu fais le bouquin. Enfin, moi, je travaille énormément les univers, je travaille énormément les personnages, il y a des fiches personnages très précises, l'univers est très défini, etc. Après, par contre, la conduite de récit, elle est très fluide, très très improvisée, etc. Je me laisse une grande liberté de conduire le récit. Mais malgré tout l'univers, ultra-libéral, les furtifs, etc., tout ça était sur les cahiers, je le savais déjà depuis une dizaine d'années. Bon. Donc tu fais le bouquin, tu avances, tu le poses, donc tu peux dire aux gens, voilà ce que j'ai voulu faire, rationnellement. Donc c'est ce que tu racontes en interview. Tu dis, voilà, j'ai voulu faire ça, c'est le son contre la vision, l'audition contre machin, le panoptique, la société de trace, la société de contrôle, les furtifs, le vivant, enfin, si tu veux, je tiens 3 heures, si tu veux, à vous raconter ça. Bon, il n'y a pas de problème, évidemment, parce que j'ai travaillé 15 ans dessus, bon. Mais en fait, ça veut rien dire, tu sais pas ce que tu as fait, en fait. Parce que c'est pas ça ce que tu as fait. Tu as écrit ce livre pour une autre raison. Mais cette raison-là, tu la connais pas. Et il y a des moments absolument géniaux, tu vois, sur la horde, je sors la horde, je l'ai fini, et je faisais, quand les rares interviews que j'avais à l'époque, parce que j'étais pas connu, machin, je leur disais, voilà, c'est un livre qui répond à la question qu'est-ce qu'être vivant, et qui répond en disant, être vivant, c'est être en mouvement et c'est être lié, tu vois. Et je développais être en mouvement dans ses perceptions, dans ses affects, dans sa pensée, etc. Et être lié, c'est lié au cosmos, aux autres, à soi, à la nature, tu vois. Je développais tout le truc. Je disais, voilà, c'est l'articulation de ces deux choses-là qui crée lui. Ça, c'est effectivement ce que j'ai voulu faire dans le bouquin, ce que j'ai consciemment essayé de faire, essayer de tisser avec le vif, avec, tu vois, les liens entre les personnages, avec la polyphonie. Bon. Donc tu dis quelque chose qui te paraît vrai, qui te paraît être l'essence de ce que tu as fait.
Et puis, un an après, tu vois, je tombe sur un article critique, tu vois, qui était... Et le gars, il dit, ce livre est extraordinaire, parce que c'est un livre sur l'autodépassement, tu vois. Et là, je lis le truc. Et je fais, le mec, il a tout compris. Il a compris ce que j'avais pas compris, moi. Et le mec, c'était comme une psychanalyse, le mec, il venait de me dire ce que j'avais fait. Et j'ai fait un livre sur l'autodépassement. Et l'autodépassement, c'est très simple. C'est ce mec tout seul qui s'appelle Alain Damasio, qui a 32 ans, qui n'a pas de copine, qui n'a pas d'enfant, qui est dans une galère pas possible sentimentalement, qui s'isole en Corse 20 jours par mois, quand même, pendant 9 mois chaque année. Et tout ça pendant 3 ans, donc 27 mois, 20 jours par mois tout seul, dans des conditions monacales que tu peux pas imaginer. Où je me parlais tout seul, où je parlais à mon dictaphone, machin. Et qui va au bout de son bouquin. Et là, je fais un truc, je vais au bout de ce que je peux. Tu vois, c'est ce terme de Nietzsche, dire l'homme actif et l'homme qui va au bout de ce qu'il peut. Là, je vais simplement au bout de ce que je peux. Donc, je pratique un autodépassement qui est celui de la Horde, en fait, tu vois. Mais la Horde, forcément, est une autobiographie involontaire de ce que moi j'ai fait. Mais j'avais pas compris en quoi c'était ça. Et la résonance très forte de ce bouquin sur la Horde, tu peux dire, ouais, c'est l'histoire d'un groupe, c'est génial, c'est génial, c'est extrêmement amont, c'est génial, ce vent. La vérité, ça touche les gens parce que c'est un livre sur l'autodépassement, tu vois. C'est ça qui, au fond, touche aux tripes, et les gens ne sont pas conscients, comme moi, je n'étais pas conscient. Et c'est ça, comprendre quel livre on écrirait si on écrivait, tu vois. Et ça, sur les furtifs, je peux pas te dire, j'en sais rien. Je pense que je vais lire un coup, une critique, et un mec va me dire... ouais, ou quelqu'un, des fois c'est un pote, des fois c'est, tu vois... peut-être c'est un truc sur la parentalité, peut-être c'est quelque chose sur, tu vois, je sais pas. Je sais pas ce que j'écris. Mais en tout cas, sur Et la tant mieux. parentalité, c'est sûr qu'il y a cette question de transmission... qui se fait dans les deux sens en plus, parce qu'après Tishka, c'est elle qui transmet également à ses parents et qui... Vous allez où? Vous avez mangé? Non, t'attends. Oui, au pal, on a retrouvé un... J'en ai 10 minutes. S'il me pose pas 1000 questions, c'est... Promis. J'en Promis. avais une sur... Mais ouais, en tout cas, oui, la parentalité... Ouais, je pense que ça doit toucher... Alors, je sais pas, j'ai l'impression, mais j'en sais rien. Il y a quelque chose autour de ma part d'enfance. Je pense qu'il y a quelque chose autour de moi, enfant. Bon, après, je fais la psychanalyse à l'arrache, mais voilà, mes parents se séparent, j'ai 13 ans, tu vois. À partir de 13 ans, ma vie, c'est de la merde, vraiment. Enfin, mon adolescence, c'est vraiment une adolescence de merde. J'étais pas heureux, j'ai jamais repensé à mon adolescence, j'y pense jamais, parce que c'est vraiment une mauvaise période. Alors que je sais que j'ai une très très belle enfance, ouais, tu vois, que de 0 à 10 ans, j'ai... Et là, quand je l'écris, ma fille a 11 ans, l'autre a 8 ans, j'ai vécu les 0 à 10 ans, j'ai refait les 0 à 10 ans. C'est un moment fabuleux, moi je me suis éclaté, et je continue à m'éclater avec mes filles, tu vois. Je me dis, il y a peut-être quelque chose là-dedans, mais une fois que tu as dit ça, c'est quoi exactement, tu vois, de quoi tu parles, de quoi tu... Parce que consciemment, je vais te dire, c'est un livre sur le vivant, tu vois. Ouais. Du coup, moi j'ai une question. On parlait de collapsologie, enfin voilà, nous on est un peu sensibilisés aussi. Comment tu fais, tes filles, tu leur en parles même pour des élèves, moi je suis prof aussi par exemple, je sais pas comment faire, tu vois, pour... toi, comment tu ferais? Pour l'instant, non, parce que je trouve que c'est des affects extrêmement puissants. Je trouve que t'es pas prêt à 8 ans ou à 11 ans à entendre ça. Et ça colore complètement ta vision du monde si tu leur parles trop tôt de ça, moi je trouve. Hein. C'est mon point de vue. Hein. Moi j'essaie de transmettre des dynamiques de vivant, justement, de joie, tu vois, de jeu, de création. Mais j'essaie pas de leur dire, vous allez voir, la civilisation dans laquelle vous vivez, elle va s'effondrer, en tout cas sous cette forme-là, elle va s'effondrer. Et on est en train de tout épuiser, etc. Bon, elles sont conscientes, elles sont conscientes d'un point de vue écologique, quoi, tu vois, d'un certain nombre de choses. Mais... qu'une bagnole, effectivement, quand tu es seul dans une bagnole, ça consomme absurdement, tu vois, énergie colossale pour transporter 70 kilos dans une tonne de métal. Enfin, tu vois, bon, ça, ok, elles savent ce genre de trucs, mais... Mais les trucs profonds, non, quoi. Non, puis je trouve que c'est plus complexe que ça, tu vois. C'est-à-dire que... Là, je vais voir Plavo Serving, mais... je vais voir avec lui, mais... Il y a des gamins de collège, moi, c'est une question que je me pose. Parce qu'en même temps, c'est avec ces enfants-là qui vont pouvoir changer la société. Donc si on commence pas à mettre une flamme, une germe... Enfin, le problème de la théorie de l'effondrement, c'est le mot effondrement, quoi, tu vois. En fait, c'est pas du tout un effondrement, tu vois. C'est une perte de confort, c'est passer à un autre registre, c'est dans les low-tech, c'est éviter de piller de façon extractiviste totale le monde. Par contre, ce que je trouve vraiment important de leur dire, voilà, tu es né dans une civilisation qui a coupé le lien avec la nature et avec le vivant. On a considéré que l'homme était le centre de tout et que le reste c'était un environnement, un paysage, et qu'on a coupé tous ces liens. Donc de leur refaire tisser des liens avec le vivant, en disant, tu vois, avec les animaux, avec les plantes, et leur faire comprendre des choses, machin. Les amener en forêt, leur faire... voilà. Après, tu vois, être trop dans le truc, je crois qu'ils ne peuvent pas comprendre ce que ça veut dire effondrement, et tu leur mets les affects négatifs, ou les affects en tout cas flippés pour rien, quoi, tu vois. Donc je sais pas, en tout cas pour l'instant je fais pas ça, ouais, voilà.
Par contre, je suis très attentif sur la technologie. Tu vois, ça, je les éduque au maximum sur le rapport à la technologie. En leur disant, voilà, regarde, c'est un smartphone à cet âge-là, regarde ce que tes copines font en récré, elles regardent des vidéos YouTube. Donc, au lieu de vous parler entre vous, vous regardez l'écran tous ensemble. Vos regards convergent sur un écran pour aller vidéos YouTube, au lieu de jouer ensemble, au lieu de discuter ensemble. Tu vois, est-ce que c'est intéressant de faire ça? Est-ce que c'est intéressant à ton âge de faire ça? Tu joues plus, tu t'amuses plus dans le. Tu vois, ça, elle comprend très bien. Enfin, tu vois, donc c'est plus sur des. Et toi, personnellement, tu as toujours réussi à te mettre à bonne distance, tu penses, des technologies? Ou est-ce que tu as dû en revenir parce que tu viens aussi du jeu vidéo? Enfin, franchement, si tu veux, moi j'ai refusé le téléphone portable très vite et je m'y suis tenu parce que je savais que comme tout le monde, si je l'avais, tous les temps morts, j'allais les utiliser à regarder le smartphone et tu vois, à regarder mes mails, à checker, aller sur des sites. C'est-à-dire que tous ces temps qui sont ultra précieux en création, c'est-à-dire que quand tu attends un train, moi je faisais du stop et que j'attendais le stop, tu vois, tous ces moments qu'on appelle les temps morts, c'est des temps extrêmement vivants en création. Parce que c'est là que le cerveau est entre deux plaques tectoniques, tu vois, il va passer d'une plaque à une autre, c'était une activité, tu passes à une autre activité, et tu as une espèce de trou, de subduction comme ça, et là, la création, elle naît très souvent à ces moments-là. C'est là que tu as les idées. C'est quasiment systématique. Toutes les idées sont dans des moments, des sortes de temps morts entre deux zones. Donc c'est des temps très vivants en réalité, quoi. Et si ce temps mort entre deux zones, tu lui donnes un continuum. Mais je vois, mais même sur, tu vois, maintenant j'ai l'ordinateur portable dans le train et tu as les Wi-Fi partout. Bah, je me connecte et je reste dans le même continuum. Voilà. Parce que chez moi, je suis comme tous les cons, je suis devant mon écran. Bon, moi, le vecteur, c'est les mails, tu vois. Mais les mails, je sais pas gérer. J'ai trop de mails, je mets des drapeaux partout, j'ai 200 drapeaux, j'ai 200 mails de retard. Et je fais pas mieux que les autres. C'est-à-dire que c'est un système inhumain en réalité. C'est un système qui rythmiquement n'est pas adapté à l'être humain. On n'est pas fait pour être sollicité 200 fois par jour sur des axes complètement différents. Personne n'est fait pour ça. Mais ce système technologique-là impose ça. Donc ces systèmes qui sont inhumains ou inhumains, qui font qu'on est, voilà, donc on galère, donc on tourne en rond, donc on se fait bouffer. Et puis c'est des mécanismes extrêmement addictifs. C'est-à-dire qu'il y a des, voilà, ça ils commencent vraiment à le dire neurologiquement. Il y a des boucles d'addiction très fortes. Et ça a été conçu pour ça. C'est-à-dire que maintenant, tu vois les renégats de Facebook, le gars qui était designer à Facebook, qui t'explique exactement ce qu'il a fait pendant 10 ans et qui dit faut tout arrêter sur Facebook. Quand le mec qui te dit, bah voilà, je designais la dépendance, quoi. Je design la dépendance à la page. Je maximise le temps passé par l'utilisateur sur la page. Et voilà comment je procède, tu vois. Et le mec qui t'explique les systèmes de récompense aléatoires, la boîte de Skinner. Enfin, vous connaissez ce truc-là? C'est génial, la boîte de Skinner. C'est fabuleux, la boîte de Skinner. C'est un comportementaliste hyper connu qui a fait une expérimentation avec des pigeons, avec des rats, qui a montré que qui met notamment à jour certains mécanismes. On peut rendre dépendant, comment rendre dépendant un animal? Le caractère aléatoire de la récompense va rendre le truc plus addictif déjà. Et puis parfois la rareté de la récompense va aussi rendre le truc plus addictif. Donc c'est un peu contre-intuitif, mais ce qui est flippant, c'est qu'il y a des gens qui utilisent ces découvertes scientifiques pour manipuler des esprits en fait. C'est ça qui est ultra flippant. On commence à déployer. Génial, tu vois, je parlais de Morisot aussi tout à l'heure, c'est-à-dire que sur les ancestralités animales, il m'a expliqué c'est l'ancestralité animale, c'est-à-dire que en fait le rat en gros c'est un rat, enfin moi dans l'expérience que je connais, donc le rat il peut appuyer sur une espèce de target quoi, tu vois, de manette comme ça, et la bouffe tombe, tu vois. Donc le rat il appuie sur la target, la bouffe tombe, il mange, et puis dès qu'il a fini de manger, il réappuie sur la target pour manger, tu vois. Et puis au bout de 4-5 fois, il est repu, il sait que quand il appuie sur la target, ça tombe, et donc il arrête de manger. Et la dépendance et l'addiction, elle se fait voilà, naturellement, et quand il aura un nouveau faim, il réappuiera sur la target. Parce qu'il a une sorte de sécurité ou de sérénité liée au fait que quand il appuie, ça tombe. Et tout d'un coup, le mec il a un coup de génie, mais c'est un coup de génie, moi je trouve Skinner, c'est un malade mental, le mec ça, mais c'est un coup de génie. Et le gars il dit, je vais faire un système où de temps en temps la bouffe tombe, et de temps en temps ça tombe pas. Tu vois. Et quand il fait ça, il se rend compte que le rat il appuie frénétiquement tout le temps sur le truc. Il rentre dans une espèce de frénésie, tu vois, parce qu'il est en insécurité, parce que la récompense est aléatoire, parce que tu vois. Et ça, tous les jeux vidéo sont construits là-dessus, par exemple, tu vois. Des jeux comme Fortnite, etc. Quand tu vas looter, c'est-à-dire quand tu vas ouvrir des coffres, etc., c'est toujours aléatoire. Des fois, tu as des métaux, des fois, tu as des trucs intéressants, des armes intéressantes. Parfois, tu n'as rien ou très peu de choses. Et comme c'est aléatoire, tu vas ouvrir tous les coffres pour avoir, tu vois, et sans logique, et toujours en te disant, peut-être que j'ai rien. Et c'est la technique de la machine à sous aussi. La machine à sous, c'est ça. Tu vois, des fois, tu as des pièces, puis des fois, tu n'as pas de pièces. Donc, tu tires. Et c'est des mécanismes, donc ils t'expliquent que le cycle dopaminique, la dopamine a un rendement décroissant, donc pour réactiver le cycle dopaminique, il faut que la récompense soit pas systématique. Enfin bon, il y a tout un truc neurologique sur
Mais les mecs, les notifications Facebook sont construites de la même façon. Donc les notifications tombent de façon aléatoire. Des fois, t'es hyper content, c'est ta copine ou la fille que tu dragues. Tout d'un coup, elle t'a envoyé une notif, t'es super content, tu vois. Puis tout d'un coup, tu vas rester une demi-heure sans rien, mais tu attends. Puis tout d'un coup, la notif tombe, puis tu vois. Ou une information qui t'intéresse. Et ce côté aléatoire, machin, fait que tu restes sur Facebook, tu restes sur Facebook, parce qu'il va toujours se passer un truc, tu vois. Mais c'est horrible, quoi, tu vois. C'est des systèmes pavloviens, voilà. Et voilà sur quoi sont construits nos addictions et nos mécanismes. Donc quand tu es conscient de ça, bon déjà tu vois, C'est important pour toi de le dénoncer, de transmettre. Bien sûr, ouais. Pour moi c'est très important. Parce que je trouve que c'est des choses pas assez vues, pas assez comprises, pas assez sues, tu vois. On parle de beaucoup de choses, mais ces choses-là sont pas assez sues, sont pas assez démontrées, on n'en parle pas assez, tu vois. Et surtout ça emprisonne les gens, ça les aliène tout simplement. Donc tout mécanisme d'aliénation, putain, ton boulot c'est de... si tu fais des livres, c'est pour essayer d'émanciper un minimum les gens, ou de les libérer de certaines choses, ou de leur ouvrir l'esprit, sinon c'est horrible, quoi. Ça veut dire quoi, tu vois, Donc si t'es conscient de ça, bah ouais, il faut le pointer, quoi, tu vois. Ouais, sortir des forteresses. Donc ça, ouais, c'est important, bien sûr. Pour moi, c'est vachement important. Et d'autant plus que sur l'aspect technologique, je trouve qu'il n'y a pas tellement de choses qui sont dites, même de textes psychologiques, sociologiques. Tu vois, t'as Serge Tisseron, qui est le bouquin sur le jour où mon robot m'aimera, etc. Je trouve que c'est très important dans justement ce qui ressort. Des gens comme Bella Saya qui parlent du portable, plus jamais seul, c'est des très bons livres. Mais il n'y en a pas tant que ça qui travaille là-dessus. Hein. T'as Stigler, tu vois, et surtout qui le rendent accessible à tout le monde. Tu vois, moi j'essaie de le mettre en récit, de le mettre en fiction. Et là, ça donne une autre dimension. Donc, ouais, pour moi, c'est un des cœurs du boulot d'écrivain de SF. Ouais. Vraiment, ouais. Alors, est-ce que je peux poser une dernière question qui me taraude depuis des décennies. C'est une question vraiment très, très générale. Moi, je me demande comment se fait-il qu'on ait la capacité de ressentir des sensations esthétiques, un sentiment esthétique devant des œuvres d'art, devant un mouvement de feu, devant un paysage incroyable. Mais est-ce que peut-être qu'on partage ça avec les animaux, je ne sais pas. Mais en tout cas, dans le domaine de l'art, voilà, qu'est-ce qui fait que ça marche, qu'est-ce qui se passe en fait. Enfin, moi, ça m'interpelle vachement. En même temps, je suis prêt à garder le mystère dessus. Hein. C'est pas un truc, ça m'empêche pas de dormir, mais j'ai jamais trouvé de réponse. Tu vois. C'est la question impossible pour moi. Je sais pas, non, j'en sais rien. Mais même sur les livres, tu vois, les gens ils te disent, j'étais très ému à tel passage. Bon, généralement, ça correspond à un passage où moi aussi j'étais très ému, tu vois. C'est-à-dire que moi, je pleure aussi en écrivant le bouquin, tu vois. Il y a plein de passages où tu pleures parce que t'es. Et si tu pleures pas, enfin si t'es pas ému en l'écrivant, je vois pas comment les gens pourraient être émus, mais à part par mimétisme, tu comprends pas pourquoi les gens sont émus, pourquoi ça marche, pourquoi telle phrase est si émouvante. Je te propose, parce que tout à l'heure on parlait de ton style, et tu parlais de la nécessaire singularité d'un artiste. Et est-ce que cette singularité, c'est pas une condition nécessaire pour arriver à une sincérité profonde, une sincérité qui dépasse ton entendement, justement qui te dépasse, mais une sincérité profonde, et cette sincérité profonde, ce qu'elle va permettre, c'est de toucher quelque chose d'universel finalement, de toucher quelque chose de. Y a vraiment, et du coup, tu vois. Non, mais il y a vraiment pour moi, il y a vraiment des miracles. Tu vois, moi, je comprends pas que le livre, par exemple, marche autant. Enfin, tu vois, Les Furtifs, pour moi, c'est ultra singulier. C'est mes enjeux, c'est ma vision. Les Furtifs, c'est complètement délirant. Enfin, les animaux eux-mêmes, enfin, tu vois, c'est pas du tout des livres conçus pour essayer de plaire à qui que ce soit ou à un public qui serait préexistant. Mais tu te rends compte qu'effectivement, si tu vas au bout de quelque chose d'extrêmement personnel, forcément, tu touches des émotions que d'autres gens ont ressenties. Si je vais au bout de l'émotion que me procurent mes filles, bah, je vais toucher l'émotion que des milliers de pères, des millions de pères ont déjà éprouvé aussi. Si tu es dans la justesse de cette émotion-là, si tu arrives à la retrouver, forcément, tout d'un coup, la corde, tu fais évoluer une corde que d'autres gens ont eu, quoi. Tu vois, et effectivement, à ce moment-là, même si ton point d'entrée il est très personnel, l'émotion va être universelle. Tu vois, moi, il y a un moment du livre que j'adore quand je dis que, parce que c'est un truc que j'ai vraiment vécu, quand je dis que je ne peux plus regarder la ville comme je la regardais avant, maintenant que j'ai des filles, parce que le moindre plot devient un tremplin, la moindre barrière devient une porte magique, le moindre ruban d'asphalte, le moindre zébra devient une espèce de Cyril, tu vois. C'est-à-dire qu'il te réenchante absolument tout, tu vois. Et ça, je suis pas le seul, il y a d'autres enfants qui le font, tu vois, mais moi, c'est un point d'entrée qui m'a toujours fasciné. Donc je vais parler de ça, alors je pourrais parler de mille autres choses, tu vois, du sourire de ma fille ou je sais pas quoi. Mais ça me fascine, ça réenchante tout pour moi, et ça fait que je peux pas regarder un escalator sans imaginer que je vais faire tout le toboggan, tu vois, du truc.
Et c'est génial. Et en plus, ça réactive des sensations que tu avais enfant. C'est-à-dire que la part d'enfance en moi, elle est réactivée. Et je me suis rendu compte que je ne l'avais pas perdue, tu vois, qu'elle était toujours là. Et grâce à elle, elle te réactive ça, elle te revive ça. Donc forcément, tu touches à une forme d'universel ou une forme d'universalité. Et puis, mais c'est parce qu'effectivement, tu es ultra sincère et que tu vas au bout de ce que tu retrouves. Ouais, c'est... Mais ça, c'est un miracle. Hein. Moi, des fois, vraiment, mais même la Horde, quand la Horde est sortie, moi j'ai encore le moment, on était à la pizzeria à la Place de la République avec mon éditeur, et je lui dis, tu penses qu'on va en vendre combien? Il me regarde, il me dit 1500, 2000, tu vois. Moi je lui dis, ouais, genre 1800. Mais j'étais en plus sincère parce que j'avais vendu 500 exemplaires de la zone du Nord, tu vois. Donc je me dis, et pour moi c'était tellement spécial la Horde, c'était tellement un univers, c'était tellement difficile comme livre. De bouffer les 23 personnages, les narrateurs mais il y a encore plein de gens, ils lisent 30 pages, ils les abandonnent, ils lisent 10 pages, ils les abandonnent, tu vois. Pour moi, c'était un livre vraiment dur à lire. Qu'est-ce qu'on pouvait imaginer, ce qui allait se passer, tu vois. Et tu comprends pas, et tant mieux, enfin, tu vois. Après, tu te dis, c'est peut-être parce que c'est très banal de certaines façons, ou qu'il y a des parties très banales dedans. Mais tu vois, tu comprends pas. Tu te dis, il y a forcément des couches de banalité ou très communes qui touchent aussi des gens, parce que sinon, c'est pas possible, tu vois. Donc c'est très bizarre, ouais. Mais bon, faut pas trop se poser la question du... Ouais. Moi, je cherche pas, et surtout, tu vois, la plus grosse difficulté que j'aurais sur le prochain, c'est d'oublier complètement... Tu vois, là, par exemple, je croyais pas à l'attente des gens. Les gens me disaient, tu verras, le bouquin est très attendu. Ça fait 15 ans que j'ai pas écrit, les gens, ils ont... Tu vois, ils disaient, ouais, mes 3 potes l'attendent, tu vois, ça c'est ok, si tu veux. Et il y avait une attente, effectivement, qui était très forte, mais je ne savais pas. Et heureusement que je ne savais pas. Je pense que ça aurait modifié le livre. Et là, j'espère que je vais réussir à oublier tout ça sur le 4e. Pour pas me dire, ah ouais, je me souviens dans les critiques, le mec il trouvait que Tony Toufou, tu vois, j'ai peur de ça, j'espère que je vais pas, tu vois, ça va pas me perturber, que je vais être aussi autiste que sur les 3 autres, tu vois. C'est... Les furtifs, c'est ton expérience de vie qui a fait que tu en es arrivé à écrire ce livre, donc tu sais pas ce qui t'arrivera demain, et peut-être je vais te nourrir différemment, L'expérience du furtif et comment tu vas le digérer. Tu vois, là je me rends compte, j'aurais peut-être peur de faire, toi, Tony Toufou, les gens... Plein de gens qui critiquent Tony Toufou, ils disent ouais, ils se regardent. Le truc que je supporte pas par-dessus tout, c'est la critique qui se regarde écrire. Ça, je supporte pas cette critique. Je trouve que c'est tellement injuste. Mais je peux comprendre que les gens le disent, tu vois. Et ça me fait chier sur Tony Toufou. Il y a un tel boulot, il y a une telle énergie dedans, il y a une telle originalité dans le. Ouais, il y a un public intellectuel, on va dire, qui ne comprend pas et qui est ultra hermétique. Mais avec des courts-métrages, des films aussi qui. Alors quand ils comprennent pas, ils disent se fait plaisir. Mais je me fais pas plaisir, quoi, tu vois. Ou alors je me fais plaisir tout le temps, ou jamais, mais pas spécialement sur ce perso, tu vois. Pour moi, il y a une puissance, il y a vraiment une explosivité de Tony Toufou qui peut se traduire que comme ça. Donc ça, j'ai peur que ça m'influence en me disant, là, ils vont me dire que je me regarde écrire. Enfin, tu vois, après, t'es sensible quand même aux critiques, même si t'as... Moi, je me rends compte, je lis que les critiques négatives en ce moment, tu vois. Je lis pas les critiques positives. Et je me dis, mais pourquoi tu fais ça, tu vois Mais j'ai l'impression que ça va me servir à m'améliorer, tu vois. Et en même temps, ça me fait chier. J'ai des trucs, des fois, c'est hyper malveillant. C'est là. Tu dis, c'est ce que je disais tout à l'heure, le mec qui dit, on devrait jamais écrire après pour avoir eu des enfants. Tu fais comme ça. C'est horrible de dire ça, tu vois. Mais bon, c'est bien, t'apprends des choses quand même. Les gens qui n'ont pas accroché, les gens qui sont pas rentrés, les gens qui trouvent ça chiant, les gens qui sont trop longs, qui sont... toujours intéressant. C'est intéressant, vraiment. Ouais, non, et des fois il y a des très bonnes critiques. Tu fais pas trop de mal. Des fois les mecs mettent 3 sur 10 et la critique elle est intéressante. Ouais, ça arrive. Ça arrive. T'as aussi beaucoup de critiques malveillantes, d'autres gens qui se font plaisir, voilà, mais t'as des critiques qui sont bien, qui sont justes, qui sont bien vues. Bon bah c'est cool. Bon bah écoute, merci beaucoup, vraiment. Voilà, tu vois, j'en ai...